Voici Tinian, une île peu peuplée située au milieu de l'océan Pacifique, à des centaines de kilomètres du continent le plus proche. Elle est connue pour ses plages vierges, ses ranchs et les piments qui poussent sur toute l'île. En outre, Tinian est parsemée de sites historiques qui attirent les touristes intéressés par la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est à cette île lointaine et a priori bien ordinaire que les États-Unis ont donné 775 millions d'euros. Un montant énorme qui lui a été alloué dans un but précis. Depuis janvier 2024, des militaires ont défriché de nombreux hectares de jungle afin de pouvoir procéder à des travaux, la construction d'une piste d'atterrissage sur l'île Tinian. Mais les arbres n'abritaient pas de la terre ou de l'herbe, la jungle cachait des pistes d'atterrissage anciennes et oubliées. Pourquoi elles avaient été abandonnées? D'où elles venaient? Et en quoi cette découverte était si choquante? Je ne pourrais pas vous l'expliquer sans café. Voici un rappel discret de faire une certaine chose sous la vidéo, et merci pour ce que vous savez. Tout d'abord, disons quelques mots sur l'île elle-même. Tinian est située à l'est des Philippines et au sud du Japon et fait partie du Commonwealth des îles Mariannes du Nord. Ce Commonwealth est régi par les États-Unis, bien qu'il ne fasse partie d'aucun État. La superficie de Tinian est de 101 km². À titre de comparaison, le laboratoire national de Los Alamos fait presque la même taille. Il couvre 90 km², tandis que le parc de Yellowstone est 100 fois plus grand, avec 9000 km². L'île Tinian est assez plate, son point culminant atteignant 171 mètres, ce qui en fait l'endroit idéal pour une piste. Grâce à sa proximité avec le Japon, c'est Tinian qui a été choisi comme base pour l'attaque nucléaire américaine en février 1945. L'île a servi de point de départ au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. C'est pas le genre de choses que l'on mentionne sur son CV. Enfin, dernière chose, Tinian est situé à 2400 km au sud de Tokyo. Un vol aller-retour prenait 12 heures avec un Boeing B-29, et cette proximité avec le Japon était l'une des raisons pour lesquelles Tinian a servi de quartier général au 509e Composite Group. De là, les bombardiers américains partaient en mission pendant la Seconde Guerre mondiale en direction des Philippines, d'Okinawa et du reste du Japon. Aujourd'hui, on sait que des bombardiers de Tinian ont participé à des raids destructeurs sur Tokyo avec des bombes incendiaires. Mais comment les États-Unis connaissaient l'existence de cette île? J'ai cherché des infos et j'ai découvert que Tinian avait une longue histoire. Les premiers colons y ont débarqué vers 1500 avant Jésus-Christ en provenance des Philippines. Puis, il y a eu une autre migration et encore une autre. Bref, il y a des milliers d'années, l'île était déjà habitée par des gens qui ont construit des structures en pierre partout sur Tinian, les pierres de latte. Il s'agit de colonnes surmontées d'une demi-sphère en pierre, si vous l'ignorez. Jusqu'au XVe siècle, personne en Europe ne connaissait Tinian, mais à la fin des années 1600, l'île était devenue espagnole et servait à ravitailler les navires espagnols, anglais, hollandais et français. Ils s'y arrêtaient pour faire le plein de provisions et d'eau. Bien sûr, la population autochtone a fortement diminué en raison des maladies introduites et des affrontements avec les Européens. L'Espagne a ensuite vendu Tinian à l'Empire allemand en 1899, mais pendant cette période, aucun effort n'a été fait pour développer ou coloniser l'île. Elle est restée sous le contrôle de propriétaires terriens espagnols. En 1914, pendant la Première Guerre mondiale, l'île a été capturée par le Japon, qui y a cultivé de la canne à sucre, du café et du coton. Tinian a également été utilisée à des fins militaires, mais jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais n'y ont pas stationné de garnison. Lorsqu'ils le firent enfin, il était trop tard. L'île fut capturée lors de la bataille de Tinian, qui se déroula du 24 juillet au 1er août 1944. La prise de Tinian a eu lieu après l'invasion de Saipan, une autre des îles Mariannes. La bataille de Saipan a duré du 15 juin au 9 juillet 1944 et elle a été l'une des principales campagnes de la Seconde Guerre mondiale. L'invasion de Tinian a pris moins de temps, mais elle a tout de même été sanglante. Plus de 300 Américains et 6000 Japonais ont été tués au cours des combats. Néanmoins, les bataillons de construction de la marine, ou Seabees, ont commencé à défricher et à agrandir la zone quelques jours seulement après la prise de l'île. 6 pistes ont été construites en 2 mois et très vite, Tinian est devenue la plus grande base aérienne du monde.
Les témoins étaient stupéfaits. À 10 000 km de San Francisco, l'armée américaine avait construit le plus grand aéroport du monde. Bien sûr, ils avaient travaillé dur. Une énorme crête corallienne avait été nivelée pour y construire 6 pistes d'atterrissage. Chacune d'entre elles était une véritable autoroute à 10 voies, mesurant plus de 3 km de long. Des dizaines et même des centaines d'avions militaires y étaient basés. Des témoins ont déclaré que l'île ressemblait à un porte-avions géant. D'autres projets ont vu le jour, notamment des casernes, un bâtiment administratif, des réservoirs de pétrole, des dépôts d'armes, un bâtiment climatisé pour l'assemblage des bombes et des fosses pour les charger sur les avions. Mais la Seconde Guerre mondiale a pris fin et des centaines d'avions sont retournés sur le continent. Puis, dans les années 1980, des exercices du corps des Marines ont été organisés sur l'île et le pays y conserve une présence militaire. Cependant, toutes les pistes sauf une sont tombées en ruine. Cette piste a été intégrée à l'aéroport international de Tinian. Quant aux autres, elles ont été englouties par la jungle. En lieu et place de soldats, c'est désormais des touristes qui viennent là. Quant aux habitants, ils vivent leur vie. Ils élèvent du bétail, ils pêchent, ils accueillent les touristes. Mais il y a beaucoup moins de soldats qu'avant. Du moins, il y en avait beaucoup moins. Début 2024, les militaires ont reçu l'ordre de nettoyer la jungle et de retrouver les pistes envahies par la végétation. Il y avait du boulot, mais ils y sont parvenus et certains jours, ils déblayaient des zones de la taille de plusieurs terrains de foot. Ils devaient pourtant travailler dans la chaleur, avec une forte humidité, dans la jungle quoi. La tâche était simple, en s'appuyant sur des coordonnées GPS, retrouver le tracé des pistes. Et ça a marché, les limites des anciennes pistes ont été identifiées. En tout et pour tout, il a fallu 60 jours pour retrouver les pistes, ce que les militaires ont considéré comme très rapide. Compte tenu de la jungle et autres conditions, on ne peut qu'être d'accord. Au total, ils ont dû retrouver et restaurer 1,8 km² de surface détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ça qu'ont servi ces 775 millions d'euros. Le plan de modernisation de l'armée américaine prévoit la construction d'un nouvel aérodrome dans le Pacifique. C'est pourquoi l'île fait l'objet de la reconstruction de l'aérodrome abandonné et autres améliorations militaires. Tout ça pour permettre aux États-Unis de, je cite, « déployer et soutenir rapidement des forces dans des environnements divers ». Le pays s'inquiète des récents essais de missiles effectués par la Chine. De plus, cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Washington visant à renforcer sa présence dans la région Indo-Pacifique où les tensions sont vives. Ce plan Indo-Pacifique, au fait, a été présenté en 2022 et il a été progressivement mis en œuvre depuis lors. Les travaux ont commencé en 2022 et la première phase du projet, qui comprend la rénovation des pistes, devrait s'achever en 2025. Outre le projet de restauration, estimé à 372 millions d'euros, le ministère de la Défense a signé un contrat de 397 millions d'euros pour le développement des opérations et de la formation, ce qui comprend l'équipement, les installations et autres projets liés à l'armée. La situation sur l'île semble nous ramener aux années d'après-guerre. Enfin, pas tout à fait quand même. En plus de construire des bases, le pays va créer un complexe d'entraînement militaire qui comprendra des champs de tir, des zones d'atterrissage et des baraquements. Tout ça pour permettre aux soldats de s'entraîner au combat interarmés dans des conditions tropicales réalistes. En outre, l'armée étudie comment améliorer le front de mer et les quais du port de Tinian afin d'accueillir divers navires de la marine. Bien que cette modernisation ait débuté en 2022, la raison principale, ou peut-être le catalyseur, a été le lancement d'un missile balistique intercontinental dans l'océan Pacifique. La Chine a annoncé ce lancement en septembre 2024. Il s'agirait du premier test de ce type depuis le début des années 1980. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de test de ce type depuis longtemps est un détail. Le lancement du missile, qui, selon le ministère de la Défense, transportait une ogive à blanc, a eu lieu alors que la communauté internationale s'intéressait de près au stock nucléaire de la Chine. Bien sûr, tout le monde s'est crispé. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que ce lancement de routine faisait partie d'un plan d'entraînement annuel et que le missile était tombé dans les zones maritimes prévues. Le ministère n'a pas fourni d'autres détails, se contentant de confirmer que le lancement ne visait pas un pays ou une cible en particulier. Il s'agissait d'un essai tout simplement. Les analystes affirment que le missile a été tiré de l'île de Hainan ou d'un endroit proche et qu'il a atterri près de la Polynésie française.
Ça n'aurait pas inquiété autant la communauté internationale si la Chine n'était pas en plein développement rapide de son arsenal nucléaire. À l'origine, selon les informations du département américain de la Défense, Pékin disposait de 200 ogives en 2020 et à la fin de la décennie, ce nombre devait avoir doublé. Depuis, les chiffres ont légèrement évolué. En fait, comme l'indiquent les services secrets, la Chine possède déjà 500 de ces armes et elle devrait en avoir plus de 1000 d'ici 2030, dont la plupart seront capables d'atteindre les États-Unis. Parmi cet arsenal, par exemple, il y a le missile balistique à moyenne portée DF-26. Des sources chinoises affirment que le DF-26 a une portée de plus de 5000 km et qu'il s'agit du premier missile balistique chinois capable d'atteindre Guam et les installations militaires américaines qui s'y trouvent. Guam abrite deux grandes bases américaines, la base navale de Guam à Santa Rita et la base aérienne d'Andersen à Yigo, ainsi que la garde nationale de Guam. Guam est le territoire américain le plus à l'ouest dans le Pacifique. L'île Tinian se trouve à 160 km au nord de Guam, tout proche donc. De plus, la Chine améliore sa capacité à frapper à des milliers de kilomètres de ses côtes. Selon un rapport des services de renseignement qui a été rendu public à la suite d'une fuite de documents du Pentagone, d'après ce document, la Chine a testé avec succès un nouveau missile balistique hypersonique de moyenne portée appelé le DF-27. J'ai déjà parlé du DF-26 et cette arme en est une version plus avancée. Outre sa portée accrue, le nouveau missile a la capacité de planer de manière hypersonique, ce qui lui permet de manœuvrer pour éviter les systèmes antimissiles. Potentiellement, ça en fait un tueur de porte-avions plus efficace que ses prédécesseurs. Dans ce contexte, la question s'est posée de savoir comment protéger Guam des missiles chinois, sans parler de la nécessité d'adapter les bases américaines à une attaque potentielle. Étant donné que les adversaires potentiels des États-Unis possèdent aujourd'hui des armes capables de détruire même des bases et des structures fortifiées, il est inutile d'investir dans la défense des forces et de l'armement américain dans le Pacifique. Au lieu d'essayer de rendre les installations résistantes aux attaques de ces munitions très précises, mieux vaut transformer les grandes installations en petites, créer un réseau de petites bases, de sorte que si l'une d'entre elles est touchée, les pertes seront minimes. L'immensité de la région Indo-Pacifique, les distances océaniques et les petites îles vont dans ce sens. Ainsi, l'armée de l'air doit s'efforcer de tirer le meilleur parti de chaque mètre carré de béton dont elle dispose. Il existe un terme militaire connu sous le nom de Agile Combat Employment, qui décrit une certaine manière de mener des opérations de combat. En l'occurrence, le fait de s'appuyer moins sur de grandes bases à l'étranger et davantage sur le lancement, la récupération et l'entretien d'avions à partir de bases mobiles dispersées. En clair, il s'agit pour les États-Unis de diviser leurs forces en petits groupes dans toute la région. Ce grand nombre de petits groupes rendra les positions américaines plus difficiles à attaquer car même les armes les plus perfectionnées ne peuvent pas frapper partout. La restauration de la base militaire de l'île Tinian s'explique par le fait qu'elle fait partie du système Agile Combat Employment et que le nombre de bases aériennes américaines à l'étranger a diminué de 65% depuis la fin de la guerre froide. En conséquence, la vulnérabilité du pays s'est accrue, de même que la nécessité de protéger les systèmes des pays alliés, ce qui doit être fait de manière à minimiser les pertes au sol. Le système Agile Combat Employment doit permettre de résoudre tous ces problèmes. Ça rendra le ciblage par l'ennemi plus difficile, ça créera des dilemmes politiques et opérationnels et ça aidera les alliés des États-Unis à agir avec plus de souplesse. Ce système d'ailleurs n'est pas nouveau, mais il semble efficace compte tenu des réalités d'aujourd'hui. Oui, voici notre monde moderne avec ses prises de vue aériennes, ses capacités de surveillance à l'échelle mondiale et autres outils modernes dont on peut à peine se cacher. Si on y ajoute des missiles balistiques super intelligents et précis, on comprend à quel point faire la guerre est difficile dans de telles conditions. Ce système de combat flexible permettra aux militaires d'agir même à partir d'un lieu inconnu avec un équipage minimal de pilotes polyvalents. Ces dernières années, les militaires américains ont étudié tous les lieux bétonnés de la région Indo-Pacifique susceptibles d'être utilisés ainsi. Il en existe énormément, disséminés dans tout l'océan Pacifique.
Malheureusement, on ne peut pas les nommer tous, car les détails sont confidentiels et l'info n'a pas encore fuité. Mais en août 1941, l'armée américaine a développé des bases aériennes sur des îles de l'océan Pacifique entre Hawaï et l'Australie. Il s'agit des aérodromes de l'île Christmas, de Canton, de Samoa, de Fidji et de Nouvelle-Calédonie, et aussi des îles Mariannes dont fait partie Tinian. Puisque les États-Unis ont décidé de faire revivre leurs anciens aérodromes dans le cadre de la stratégie Agile Combat Employment, certaines de ces bases pourraient bien avoir droit à une résurrection. On peut trouver des infos en ligne sur les essais dans le cadre de la nouvelle stratégie sur les îles Palaos. L'armée de l'air prévoit de moderniser l'aérodrome situé sur la petite île de Yap dans les îles Carolines et elle est prête à y consacrer 388 millions d'euros. Oui, le lien est clair, on peut même parler d'héritage de la stratégie américaine basée sur des chaînes d'îles. Il s'agissait d'un plan maritime élaboré par John Foster Dulles en 1951 pendant la guerre de Corée. Il consistait à entourer l'URSS et la Chine de bases navales dans le Pacifique occidental afin de restreindre leur accès à la mer. Cette stratégie s'appuyait sur 3 chaînes. La première comprenait plusieurs grands archipels de la côte continentale de l'Asie de l'Est. Elle s'étendait de la péninsule du Kamtchatka au nord-est à la péninsule de Malaisie au sud-ouest. La deuxième chaîne fait débat, mais on considère généralement qu'elle était formée par les îles Bonin et Volcano du Japon, ainsi que les îles Mariannes, principalement Guam, et les îles Carolines occidentales, c'est-à-dire Yap et Palaos. Elle s'étendait jusqu'à la Nouvelle-Guinée occidentale. Située au milieu du Pacifique occidental, elle constituait la deuxième ligne de défense stratégique des États-Unis. La troisième chaîne en était la partie finale. Elle partait des îles Aléoutiennes et filait vers le centre de l'océan Pacifique en direction de l'Océanie, en passant par Hawaï, les Samoa américaines et les Fidji pour atteindre la Nouvelle-Zélande. Oui, lorsque je disais que les États-Unis disposaient de nombreux emplacements pour des bases militaires, je n'exagérais pas. La nouvelle du jour est que je reprends lentement un entraînement régulier après avoir été malade. Je sais pas pour vous, mais j'adore faire de l'exercice. Les typhons menacent les militaires. L'armée américaine est très forte, mais il y a un ennemi qu'elle ne peut pas combattre, les typhons. En seulement 30 heures, du 23 au 24 octobre 2018, une tempête tropicale dans le Pacifique occidental s'est transformée en un typhon de catégorie 5. Il a frappé les îles Tinian et Saipan et, comme on vient de le voir, les États-Unis renforcent leur présence militaire sur la première de ces îles. Le typhon a été baptisé Yutu et il est devenu la tempête la plus violente de la planète cette année-là et sans doute la plus violente à avoir jamais frappé les îles Mariannes. Pour vous donner une idée, le centre d'alerte au typhon des États-Unis a indiqué que Yutu avait une vitesse maximale de vent soutenue de 255 km/h. Des vents puissants ont soufflé jusqu'à 140 km de l'épicentre et des vents de la force d'une tempête tropicale ont atteint un rayon de 390 km. Et c'est pas tout, il y a aussi eu des vagues, certaines ont été estimées à 16 mètres de haut. Comment faire quoi que ce soit dans de telles conditions? Pas moyen, il est impossible de survivre dans un tel chaos. La pluie et les vents constants ont coûté la vie à 2 personnes, en ont blessé 133 et ont gravement endommagé une grande partie des bâtiments et des infrastructures de l'île. Le commandement américain a même mis en place une force d'intervention pour aider les citoyens qui a rapidement réagi. Elle a été divisée en 2 groupes. Les uns sont allés à Saipan, les autres à Tinian, où se trouvaient plus de 800 militaires en service actif et réservistes. Or, si vous pensiez qu'il s'agissait d'un événement unique, je suis désolé de vous décevoir. La saison des typhons dure de juillet à janvier et les îles Mariannes sont frappées par au moins un typhon chaque année. C'est pourquoi mener des opérations militaires sur Tinian est complexe. Mais les États-Unis font de leur mieux. Faible défense. Y a-t-il autre chose qui pourrait empêcher l'armée américaine d'installer des bases sur ces îles? Par exemple, des missiles chinois contre lesquels ces bases sont censées se défendre. Tout ça est bien sûr théorique, mais les experts sont convaincus que des frappes chinoises bloqueraient les capacités de l'aviation militaire américaine dans la région Indo-Pacifique.
Dans un rapport, un problème principal a été identifié. Les bases de la première chaîne d'îles de l'Indonésie au nord-est du Japon sont à portée de milliers de missiles chinois. Si des armes capables de détruire des pistes sont utilisées, elles pourraient entraîner la fermeture des aérodromes du Japon pendant au moins 11 jours. Les aérodromes plus éloignés, à Guam et dans les îles du Pacifique, pourraient être fermés pendant au moins 2 jours. Toutefois, en pratique, la Chine pourrait perturber les opérations américaines pendant bien plus longtemps. En bref, la défense n'a pas l'air au point. Mais il y a sans doute quelque chose à faire, n'est-ce pas? Les experts recommandent aux États-Unis d'investir dans des drones peu coûteux et des systèmes électroniques afin de rendre plus difficiles des frappes par la Chine. En outre, ces drones pourraient opérer sur des pistes courtes, de sorte que leur destruction ne poserait pas de problème pour la défense du pays. Il recommande également d'améliorer les capacités de réparation des pistes et de renforcer les bases, ainsi que de former des alliances afin que les pays amis soient plus enclins à ouvrir leurs aérodromes. Un plan simple mais efficace. Extension de la base militaire. La rivalité entre les États-Unis et la Chine est très intéressante. Enfin, elle est aussi inquiétante, mais fascinante car chaque camp essaie de surpasser l'autre de tous les moyens possibles. Actuellement, les États-Unis reconstruisent la base navale de Lombrum sur l'île de Los Negros en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout ça pour affaiblir l'influence de la Chine et renforcer leur propre présence en Océanie. Actuellement, la base de Lombrum est l'un des 6 sites de Papouasie-Nouvelle-Guinée auxquels les troupes américaines ont un accès illimité en vertu d'un accord de coopération passé en 2023. L'endroit est donc très important et il a besoin d'être mis à jour. La marine américaine envisage 3 projets pour cette base. Le premier est un centre de formation maritime d'une superficie de 702 m². Le deuxième est une infrastructure pour bateaux d'une superficie de 693 m². Enfin, le troisième est la rénovation d'un quai usé de 36 mètres de long. Le coût total de ces projets est estimé entre 10,7 et 24,2 millions d'euros et si tout se passe comme prévu, la nouvelle base permettra d'améliorer la sécurité maritime. Ça rendra également la formation plus efficace en matière de défense d'installations critiques. En outre, les États-Unis travailleront avec l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à la modernisation de la base de Lombrum. À noter que ce n'est pas la première fois que les États-Unis reconstruisent des infrastructures militaires dans la région. Par exemple, en 2020, la base de Lombrum a déjà été rénovée. On y a ajouté une centrale électrique, de nouveaux quartiers d'entraînement et de vie, et des installations de réparation pour les patrouilleurs Guardian. Entre ce qui a été fait et ce qui reste à faire, on obtient une base navale de pointe dotée de tout le nécessaire pour effectuer des opérations maritimes. Et avec des alliés comme l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout devrait se passer comme prévu. Radar de survol aux Palaos. Quelques mots encore sur les Palaos. Cette nation insulaire se trouve dans l'ouest de l'océan Pacifique, entre les Philippines et Guam, et elle est constituée d'un groupe d'îles, autrement dit d'un archipel. Les États-Unis ont le droit d'y développer des installations de défense suite à un accord passé avec les Palaos en 2017. Les Palaos sont également un élément clé pour la surveillance de l'espace aérien et des zones maritimes dans le Pacifique occidental. Toutefois, jusqu'à présent, les États-Unis n'en ont guère profité. Heureusement, le moment est venu. Aux Palaos, selon des documents publiés par le Pentagone, l'armée américaine prévoit d'installer un radar transhorizon d'ici 2026. Il renforcera les capacités d'alerte rapide en cas d'attaque surprise. Bon, mais c'est quoi un radar transhorizon? Comme son nom l'indique, c'est un radar, mais pas un radar ordinaire. Il se compose de 2 éléments, un récepteur et un émetteur. Il offre une plus grande portée qu'un radar à visibilité directe. Le Pentagone voit beaucoup de potentiel dans ce nouveau projet. Il lui a même alloué 126 millions d'euros. Selon le plan, ce radar sera parfait pour les missions de reconnaissance grâce à la situation géographique unique des Palaos. Mais pour l'instant, aucun travail n'a encore eu lieu. Il faudra attendre un peu avant de pouvoir admirer la chose, au moins sur le web. Vous me devez un like. À plus.